Allez, trouve-moi ce putain de trajet là, putain. Bonjour, bonjour. Alors ce matin, je vais discuter avec vous. Y aller, c'est le but. Oh putain, 40 minutes. Oh, c'est chiant. Oh là 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 là, c'est bouchon, c'est bouchon. 40 minutes de route là, c'est chiant. Donc, j'espère que vous êtes en train de faire votre tâche habituelle, celle de partager. Ce matin, je vais discuter avec vous d'un truc tout bête. Un truc, mais alors, vraiment tout con. C'est pourquoi vous vous faites enculer par vos ministres. Pourquoi ils vous piquent-ils votre pognon? Pourquoi les ministres camerounais, les dirigeants, les préfets, tous ces gens-là, ressentent-ils le besoin de vous piquer votre pognon? Voilà. C'est con, hein? C'est de ça qu'il faut discuter ce matin. Donc, comme quoi, vous savez, j'ai toujours ma façon moi de voir les choses, qui n'est pas universelle, je le concède, qui n'est pas universelle. Il existe plusieurs autres explications, mais moi, vous savez, c'est la même, c'est mon explication, c'est que je pense que c'est d'abord moi, je pense que le problème de l'Afrique, c'est la mentalité. Et à chaque fois, je vais prendre toujours un problème sociétal, et vous allez voir, l'analyser sous l'angle de la mentalité, vous allez voir que ça colle parfaitement, et je mets toujours au défi quiconque jugerait mes arguments pas convaincants de m'apporter des arguments contradictoires. Voilà. Donc, moi, je voulais me poser une question très simple ce matin, c'est pourquoi vous vous faites tellement enculer par le pognon. Voilà. Et ça, à chaque fois, vous avez toujours une occasion. Vous me donnez toujours l'occasion. Vous me donnez toujours l'occasion, en fait, d'analyser. Vous me donnez toujours une occasion d'analyser les problèmes suivant cet angle-là. Et donc, c'est pour ça que... Alors, hop, le GPS, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, ça c'est bon. Donc, je disais en fait que à chaque fois, vous me donnez toujours l'occasion, et je vous remercie d'ailleurs, parce que je vous dis, les cons, c'est une mine d'inspiration de ouf. Quand les gars sont cons, ils arrivent toujours à vous donner une autre façon de voir les problèmes de l'Afrique. Et donc, je disais tantôt que pourquoi vous vous faites enculer par vos ministres? Pourquoi vos ministres ne vous impressionnent pas avec les résultats de leurs accomplissements, mais plutôt avec leur opulence? Ça, c'est la question que vous vous êtes jamais posée. Mais vous êtes responsable de ça. C'est la mentalité africaine qui est responsable de ça. C'est parce que l'Africain a un rapport porté au matériel que les ministres ont compris que si on veut impressionner l'Africain, ce n'est pas avec ses réalisations qu'on va y arriver. Donc, ce n'est pas avec les réalisations qu'on va les impressionner. Ça, c'est... Donc, je vous laisse continuer de partager. Hein. Frankie Love, là, vous partagez dans tous les groupes où vous êtes. Isabelle Sims, partagez partout. Là. Voilà. Est-ce que j'ai pris la bonne route? Oui, j'ai pris la bonne route. Voilà. Parce que ces histoires de grève là en France, c'est une catastrophe. Hein. Donc voilà, je disais en fait que la question elle est là. Pourquoi vos dirigeants vous enculent-ils au lieu de travailler? Vous allez leur poser cette question? Vous allez dire parce qu'ils sont malhonnêtes, blablabla, parce qu'il y a quelqu'un là qui vient de dire parce qu'ils sont des poltrons. Mais en fait non. Ce n'est pas que parce qu'ils sont des poltrons, il y a aussi ça bien sûr. Mais en fait, le fait que ça s'est perpétué, c'est aussi ça, oui. Il y a aussi le côté poltron, Frankie Love, je suis d'accord avec toi. Parce que si les Camerounais et les couilles, ils seraient les premiers à aller les attaquer. Mais non, je ne pense pas vraiment, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont poltrons. C'est pas parce qu'ils sont poltrons, parce que les Camerounais, ils acceptent ça, ils sont complices en fait de ce fait-là. Prenez un exemple. Si vous êtes ministre au Cameroun, et vous vous habillez simplement comme moi, la Serge Anango, on va vous expliquer que quand les vrais ministres portent les costumes, cravates à 6 000 €, et toi tu viens frimer avec une chemise, je ne sais pas, Célio,
Je sais même pas moi, puisque c'est même pas moi qui les ai achetés. Donc je sais même pas quelle est la marque de cette chemise. Bah, enfin, bref, ça doit être du Célio ou je sais pas trop quoi. Donc, on va venir t'expliquer que les vrais ministres portent les chemises et Célio. Regardez les commentaires souvent des Camerounais, la façon de réfléchir. Vous allez comprendre pourquoi ils se font enculer tous les jours. Parce qu'ils ne vous disent pas que les vrais ministres brillent par leurs résultats. Ils ne vous disent pas que les vraies personnes sont ceux qui sont fiers de ce qu'ils ont réussi, qui se vantent avec ce qu'ils ont fait. Ils vont toujours vous dire les vraies personnes, c'est toujours quelque chose qui a un rapport avec l'argent. C'est-à-dire que, avec l'Africain, plus tu dépenses, plus tu es respecté. Vous arrivez dans une boîte de nuit. La boîte de nuit à la base, moi je ne suis pas un spécialiste des boîtes de nuit. Moi je vous ai dit que mon délire, c'est mettre la musique chez moi et danser à mes enfants. Je m'éclate plus que je ne pourrais dans n'importe quelle boîte de nuit. La dernière fois j'ai mis les pieds dans une boîte de nuit, ça date de quand? Quand j'ai mis les pieds la dernière fois? Ah si, ça date de 2016, avec Kopo, au Cameroun. Quand on a échappé à l'accident du train. Quand on a échappé à l'accident du train avec Kopo là, quand on s'est vu à Yaoundé, Kopo et moi, on est parti à une boîte de nuit là-bas vers, je sais pas, Biémassi, je sais même pas trop où là. Voilà, et il m'a chanté Emma dans cette boîte de nuit là. Donc voilà, c'est la dernière fois que moi, Serge Anango, j'ai mis les pieds dans une boîte de nuit. Et avant ça, ouf, ça devait faire très très longtemps hein, que j'ai pas mis les pieds dans une boîte de nuit. Peut-être 10 ans, je sais pas moi. Non, les boîtes de nuit, c'est vraiment pas mon truc. C'est pas mon truc, les boîtes de nuit. Je vous ai dit, moi, je préfère mettre la musique chez moi. Comme vous voyez, parfois, je mets la musique. Je mets mon chapeau de cowboy, je danse et mes mounas, je m'éclate très bien. Enfin, soit. Normalement, quand on va en boîte, c'est pour danser. Or, en boîte de nuit, surtout au Cameroun, les gens ne brillent que par le contenu de leur table. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive en boîte et il considère que plus sa table sera remplie, plus il sera respecté. Plus il sera respecté. Et c'est dans cet aspect-là qui fait qu'au final, quand tu veux impressionner le Camerounais, non, il faut l'impressionner avec l'argent. C'est pour ça qu'au Cameroun et en Afrique, ceux qui impressionnent le plus les Camerounais, c'est les joueurs de foot. C'est les joueurs de foot. Eto'o, c'est le rêve de tous les Camerounais. Alors que c'est un rêve qui n'est pas à la portée de tous. Il est plus simple de rêver d'être ingénieur que de rêver d'être footballeur comme Samuel Eto'o. Parce que en termes de probabilité, vous avez plus de chances de finir comme Serge Anango que de finir comme Samuel Eto'o. Mais au Cameroun, c'est Eto'o qui représente le rêve. Voilà. Des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Je vous ai déjà dit que vous avez quand vous voyez un footballeur dans la rue en France, quand il est interpellé pour lui demander une autographe. En Afrique, ce n'est pas le cas. Quand on interpelle un footballeur dans la rue, c'est pour lui demander de l'argent. C'est de l'argent. C'est la différence fondamentale qui entre les deux cultures. C'est-à-dire que Kylian Mbappé se balade ici, là, il sera stoppé par les enfants qui vont lui demander une autographe. Kylian Mbappé va à Douala, se balade, il sera stoppé par des vieux pères qui vont lui demander de l'argent. C'est la différence. Je répète, si Kylian Mbappé arpente ce boulevard sur lequel je me trouve actuellement, il sera stoppé par des enfants ou par des papas qui vont lui demander une autographe pour leurs enfants. Qui vont lui demander une autographe pour leurs enfants. Guylaine Chapuis, il faut partager. Hein. C'est très bien de venir me dire « You are very conscious, Isabelle Sims ». Mais vous ne partagez pas, Rod. C'est pas normal. Donc, partagez dans tous les groupes, pas que sur vos pages. Pas que sur vos murs, pardon. Donc, si Kylian Mbappé apprend ce boulevard et qu'il est interpellé par un papa, le papa va lui demander une autographe pour son enfant. Si c'est un enfant, l'enfant va lui demander une autographe. Si Kylian Mbappé apprend Bonanjo, il sera interpellé par tous les commerçants qui sont là-bas, qui vont lui demander de l'argent. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux cultures. C'est parce que l'Africain ne raisonne que par rapport à l'argent. C'est pour ça que l'Africain considère que quand tu dis en tant qu'ingénieur que tu gagnes 5 000 €, il faut que tu dépenses de façon inconsciente. Il faudrait que quand on te regarde, on voit une Rolex. Il faudrait que quand on regarde, on voit des boucles. Vous avez vu des bracelets sur ma main? Je n'ai aucun bijou. Je n'ai rien de marque. Si je filme ma chaussure que j'ai au pied, vous allez voir que c'est une chaussure banale. Je ne boque pas la marque. J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas besoin de ça. J'ai pas besoin de porter la marque pour que quand je me filme, une gars dit le gars là est beau. Est-ce que j'ai besoin de ça sérieusement? J'ai le même chapeau tous les matins. J'ai pas besoin d'avoir une collection de 150. J'ai pas besoin d'avoir des collections de Jordan ou je sais pas trop quoi. Chacun son délire. Chacun son délire. Moi, j'ai mis une photo de moi sur la page hier, là, quand je sortais du bureau.
J'ai mis une photo de moi sur la page hier quand je sortais du bureau. Regardez la photo de la tête jusqu'au pied. Aucune marque. Que dalle. Est-ce que ça fait que je n'étais pas beau? Est-ce que ça fait que je ne suis pas beau dans ma photo? Est-ce que ça m'empêche d'être beau? Non. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai mis ma photo, il y a quelqu'un qui a remarqué que mon iPhone, c'est un iPhone XR. Il vient, il me dit, oh, oh, vu comment tu fais tellement la bouche, je pensais que tu aurais un iPhone 11. Je ne comprends pas. Ça aurait répondu à quel besoin actuellement que l'iPhone XR ne répond pas? Non, je vous pose juste la question. Donc, comme j'ai l'iPhone XR, ce que je vais vous dire ce matin, à moins de porter que si j'avais l'iPhone 11, si je comprends bien. Il faudrait d'abord pour ça me demander qu'est-ce que j'attends d'un téléphone. Qu'est-ce que j'attends d'un téléphone? Et après vérifier si le téléphone que j'ai répond à mes attentes. L'iPhone XR, l'iPhone 11 actuellement répondrait à quel besoin que l'iPhone XR ne répond pas me concernant? Faut-il que dès qu'un iPhone sort, j'aille acheter un nouvel iPhone parce que je suis ingénieur et que je gagne 5 000 € par mois? Je ne sais pas moi. C'est pas parce qu'on gagne bien sa vie qu'on dépense. Je vous dis, il y a des gars en France qui sont milliardaires et qui ont un vieux putain de téléphone. Au-dessus de l'iPhone 11, il n'y a pas. Ce qui veut dire que celui qui gagne 10 milliards et celui qui gagne 10 000 €, ils ont le même téléphone. Au-dessus, il n'y en a pas. Il n'y a pas au-dessus de l'iPhone 11. Donc, vous regardez comment les Camerounais réfléchissent. Et vous comprenez très rapidement pourquoi les ministres leur volent de l'argent. Quand on nomme un ministre, le ministre sait que s'il continue à rouler en Clio, on ne va pas le respecter. Quand on nomme un ministre, il n'a que s'il continue à rouler en Clio, on ne va pas le respecter. Et comme il n'a pas d'argent, et comme il n'y a pas de crédit en Afrique, il est obligé, il doit s'acheter un 4x4. Parce que si, par exemple, la voiture de fonction qu'on a mis à sa disposition ne lui plaît pas, imaginons qu'il est dans un ministère où il y a plusieurs ministres et que les voitures de fonction se discutent, au final, il se retrouve avec une voiture de merde. Qu'est-ce qu'il va faire, le ministre? Il va piquer votre pognon pour aller acheter un gros 4x4 ou une BMW, histoire de se faire respecter. D'autant plus que les voitures de fonction au Cameroun ne sont pas... Je crois que c'est les VX. Je crois qu'à une époque, c'était les VX, les Toyota. Si lui veut frimer avec une BMW ou avec une Range Rover, il est obligé de piquer votre pognon pour ça. Si, imaginez, il roule, il entend quelqu'un dire que non, mais attendez, les vrais gens roulent en BMW X6. L'autre là, il se dit ministre et il roule. Mais oui, il va acheter la BMW X6, mais ce sera avec ton pognon, connard. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça que vous ne comprenez pas en fait. C'est qu'à force d'être porté sur le matériel tel que vous l'êtes, vous n'attendez pas de vos ministres qu'ils brillent par leur réalisation, mais qu'ils brillent par leur opulence. C'est la raison pour laquelle ils sont prêts à être mendiants devant Paul Biya, c'est-à-dire à se coucher, comme disait Niamsi, la politique à plat ventriste, c'est-à-dire ils sont prêts à se coucher en faisant montre d'une certaine allégeance pour rester au pouvoir. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas avec les résultats de leurs activités qu'ils vont rester au pouvoir et ce n'est pas par les résultats de leur travail en tant que ministre qui sont jugés. Sinon, expliquez-moi pourquoi. Moi, Serge Anango, qui suis sorti de la carrière, quand vous sortez d'un quartier comme la carrière, vous n'êtes pas prédestiné à finir en beigne. Ça, il faut pas se mentir. Le gars qui vient à la carrière, il est fait pour rester à la carrière, être villageois, rester à la carrière. Sur 100 enfants que j'ai côtoyés sur 100 amis que j'ai côtoyés dans mon enfance, je pense que à peine déjà 7 sont arrivés en cursus universitaire. 7. Quand je regarde mon enfance à la carrière, je regarde tous ces gars-là. Je sais qu'il n'y a que Yannick et un certain Papy, vieux, qu'on appelle aussi vieux. On était donc 3, je dirais, de cette génération à s'être inscrits à l'université de Yaoundé. On n'était que 3. C'est environ une bonne centaine d'enfants qu'on a connus dans notre petit quartier-là. Voilà. On n'était que 3. Parmi lesquels, maintenant, si on veut regarder ceux qui en ont fait quelque chose, là, ça devient encore plus compliqué. Donc, quand vous sortez d'un quartier comme ça, là, c'est hyper difficile. Vous avez tout contre vous. Et quand moi, contrairement d'ailleurs à ce que vous pouvez penser, je ne suis pas porté sur le matériel ou sur l'apparence. Quelqu'un ne va pas m'impressionner parce qu'il roule avec une Tesla. Quelqu'un va m'impressionner parce qu'il a dans la tête. Mais comme vous, au Cameroun, on ne vous impressionne pas parce qu'on a dans la tête. C'est pour ça que je vous balance mes fiches de paie, je vous balance mon niveau de vie. Je sais que c'est ça qui vous fait mal parce que vous avez raté votre vie. Mais en réalité, franchement, c'est pas avec ça que j'aurais aimé briller devant vous. Mais comme vous ne comprenez que ça, voilà. Et d'autres part même, même si vous ne comprenez que ça, logiquement, vous deviez n'avoir aucune raison de m'attaquer parce que cet argent, je ne vous dois pas. Ce que j'ai fait avec mon pognon, je ne vous dois pas. Je l'ai fait, je l'ai grâce à ma tête. Je suis ce que je suis par rapport au contenu de mon cerveau.
C'est mon cerveau qui m'amène où je suis. Je n'ai pas acheté de concours. On ne m'a pas acheté de concours. D'accord? Je ne trafique pas la drogue. Je ne trempe pas dans des histoires illicites en France. D'accord? Donc, je suis l'une des rares personnes dont mes revenus sont traçables. C'est-à-dire qu'on sait de quoi je vis. Quand j'affiche ma maison, on sait comment j'ai fait pour obtenir cette maison-là. C'est propre, c'est déclaré. Mais pourtant, c'est moi que vous venez attaquer. Vous venez m'attaquer tous les jours que je me vante, je me vante. Ne faut-il pas être fier de ce qu'on a accompli? Ne doit-on pas se vanter de ce qu'on a accompli? Moi, parmi tous ces gars qui sont au Cameroun, qui ont à peu près le même niveau de vie que moi, que le mien, combien gagnent leur vie honnêtement? Ça dit qu'ils sont payés uniquement pour ce qu'ils produisent. Moi, je suis payé que pour ce que je produis et rien d'autre. Je n'ai pas de frais, je n'ai pas de bakshish. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption là où je suis. Il n'y a pas de corruption là où je suis. Quelqu'un qui me dit conduire en paix, regardez les voitures devant. Vous avez vu comment c'est bloqué devant? Vous avez vu? Vous voyez le train qui passe au-dessus là? Regardez le train qui passe au-dessus là. Voilà, regardez ce train là. C'est moi qui ai fait le système de climatisation de ce train. Donc quand moi je marche en France tous les jours, je vois des choses qui sont relatives à ma réalisation. Ce train que vous venez de voir passer là, le système de climatisation et le refroidissement moteur de ce train, c'est moi qui l'ai fait. J'étais responsable de ça quand je travaillais chez Bombardier. Donc oui, c'est aussi ça une fierté que de pouvoir prendre ma voiture comme ça à mes enfants. On voit des choses et je dis à mes enfants, c'est papa qui a fait ça. Ça, c'est quelque chose que peu de Camerounais peuvent en être fiers parce que ce n'est pas avec vos réalisations que vous brillez. Vous brillez partout, sauf par vos réalisations. Vous allez voir des gens venir ici m'expliquer qu'ils sont indépendants. Et voilà. En fait, le Camerounais, c'est qu'il attend que tu vois, quand tu dis ce que tu es, il vient de se cacher et mentir. Il y a un salopard qui m'a expliqué que non, Serge, on est tous pareils comme toi, on gagne bien notre vie, mais seulement il ne faut pas. Bon, mon cher ami, le gars me dit que le gars vit à Dubaï. Donc déjà, quand tu vis à Dubaï, tu vis dans un état où tu n'es rien. Quand tu vis à Dubaï, tu es zéro, tu n'es rien. Tu vis dans un pays où tu n'es rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une maison là-bas avec ton titre foncier. Tu ne peux pas avoir un titre foncier à Dubaï. C'est impossible. Donc, tu vois un joke. Donc, laissons, oublions. Donc, je tente de vous dire que c'est à cause de votre façon de faire que vos ministres sont des voleurs. Parce que vous n'attendez pas d'eux qui brillent à leurs résultats. Vous attendez d'eux qui brillent avec leur éloquence. Voilà. Vous attendez d'eux. Moi, quand vous me voyez en direct, vous regardez là le même pull tous les jours. C'est le commentaire qui vient dans votre tête. Alors qu'en fait, vous devez vous dire, si un ingénieur comme lui, là, qui gagne, porte le même pull tous les jours, est-ce qu'on a vraiment besoin de 100 habits dans notre vie? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avec cet argent-là? Est-ce qu'on a besoin d'une garde-robe avec 150 habits dedans? Alors qu'on n'est rien, quand on voit des ingénieurs qui gagnent 5 000 € qui portent le même pull tous les jours. Non, dans votre tête, c'est porter le même pull tous les jours, ça veut dire saleté. Mais je porte le même pull, j'ai une chemise différente en dessous. Je porte le même pull. Et le pull, il est lavé en fin de semaine. Et c'est même pas lavé à la main, c'est lavé à la machine. Si je veux même laver tous les jours, je peux laver tous les jours. Ça va juste me consommer de l'électricité. Ce serait un peu stupide. Il n'y a pas besoin. Donc, ça ne vous inspire pas cela. Vous ne voyez pas la simplicité. Vous ne vous dites pas que, mais si un Joe comme ça, là, qui fait le machin bidule là, s'habille avec des trucs aussi simples, il n'a pas de marque sur lui. La chemise, je vous dis, c'est même pas moi qui achète. C'est même pas moi qui ai acheté cette chemise. Je connais même pas la marque du pantalon que j'ai. Je sais pas. C'est pas moi qui baille. Donc, si vous vous rendez compte qu'un Joe comme ça là, peut gagner autant sa life, mais n'avoir qu'un seul jean, ne porter qu'un seul jean tous les jours, ça veut dire que est-ce qu'on a besoin d'avoir 150 habits dans sa garde-robe? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avec cet argent-là? Ben moi, j'ai fait le choix de faire autre chose avec cet argent. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, là, je vous dis, vous allez vous mettre en photo, montrer les bracelets ou je ne sais pas trop quoi que vous avez acheté à je ne sais plus combien. Peut-être c'est la contrefaçon, j'en sais rien, parce qu'on ne sait pas. Derrière un écran, on ne sait pas dire si c'est du vrai ou c'est de la contrefaçon. On ne sait pas faire. Parce que moi, même si je voulais frimer, je connais des gars qui vendent des articles de contrefaçon qui ressemblent à la marque. Je prends ça, je mets sur un écran, tu ne peux pas expertiser derrière une vitre, derrière un écran et dire que c'est de la contrefaçon. Je te prends une Rolex, une imitation d'une Rolex à 15 000 que j'ai acheté à 500 €, je viens sur Facebook frimer avec. Voilà. Non, je frime avec ce qui a une valeur pour moi, je frime à ma maison. Vous avez remarqué que je frime à ma maison. Maison que oui, vous savez comment j'ai acheté grâce à mes revenus et un emprunt bancaire.
Serge Anango n'est pas le premier. Et je vous dis même d'ailleurs que même si j'ai 400 000 qui tombent aujourd'hui, je ne solde pas mon crédit. Ça n'a aucun intérêt. Acheter une maison cash, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Mais il faut avoir atteint une autre dimension pour comprendre ça. Que quand on vit dans une société avec des avantages, on vit avec ses avantages. Mon ami, je préfère acheter une voiture à crédit et garder l'épargne dans mon compte. Je préfère acheter une voiture à crédit et garder l'épargne dans mon compte. Actuellement, dans mon compte, dans mon épargne, ce que j'ai, je peux acheter un 4x4 hybride avec. Mais je vais acheter, si je veux renouveler ma voiture, je m'en vais faire un crédit. J'ai mon fils qui me casse les couilles depuis, il veut une voiture électrique. Il veut qu'on achète une voiture électrique. Donc mon fils me casse les pieds depuis, et il veut une voiture électrique. Ceux qui commandent sans partager là, partagez, parce que dans quelques secondes là, je vais vous bloquer tous. Ceux qui commentent sans partager. Vous êtes nombreux là, Isabelle Sims, Yannick Ondoa, Ewoloposo, je sais pas trop quoi là. On voit qu'on n'est pas partagé, ou Jean-Edmond Macon là. Ceux qui commentent sans partager. Si vous estimez que le message est porteur, partagez-le au maximum. C'est tout. N'allez pas, vous avez le réflexe de partager les histoires de cul. Quand c'est des histoires de bon sens, le réflexe n'est pas inné. Et c'est aussi ça votre problème. C'est pour ça que les Fleurs de Lys ne viendront pas sur Facebook briller par ce qu'ils peuvent apporter à la jeunesse camerounaise, mais briller par ce qu'ils ont. Voilà. Quand Fleur de Lys va s'afficher dans son salon, elle va vous dire, mon canapé, c'est la roche Beaubois. Voilà. Et là, vous allez dire, oh, l'angala, non, c'est une vraie gars. C'est une vraie gars. Ben oui, c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. C'est pour ça qu'un ministre, il prend votre argent pour aller acheter de quoi vous bluffer avec. Mais je vous dis encore une fois, je préfère vous bluffer avec ce que j'ai gagné de ma vie. Je frime avec ce qui est important pour moi. Je frime avec mes enfants que j'amène au restaurant. Je préfère amener mes enfants au restaurant, dépenser même 170 €. Un vrai restaurant pour 5 personnes, c'est 170 €. Je préfère dépenser 170 € que d'aller m'acheter, je ne sais pas moi, un t-shirt à 170 € qui va venir rester dans ma garde-robe. Je préfère amener mes enfants en vacances. Je préfère leur offrir un toit de qualité. Je préfère qu'à un moment donné, quand ils en ont marre des meubles qu'il y a au salon, ils me disent on veut changer. On change, comme on a fait là. Donc là, d'ici 1 mois et demi, mon salon sera complètement changé. Ça ne sera plus du tout le même salon. Mais les enfants, ils ont voulu ça. Eh ben on le fait. Ça coûte 12 000 €. On le fait. C'est avec ça que je frime. C'est avec ça que je frime. Voilà. Bon, pour frimer, il faut une Rolex. Il faut des bracelets, il faut des bijoux. Vous ne me verrez pas avec une chaîne. Le jour où vous allez me voir avec une chaîne, c'est qu'on me l'a offerte. Et je peux vous dire que tous les bijoux qu'on m'a offerts sont quelque part chez moi parce que je ne porte pas. Regardez, il n'y a que la montre que je mets sur ma main. Et ma montre, je l'ai oubliée à Nantes en venant ce week-end. Donc, je n'ai même pas de montre cette semaine. J'ai oublié ça chez moi en venant. J'ai oublié une montre chez Platini, j'ai oublié une autre chez moi. Donc, je n'ai même pas de montre. Voilà. Donc, vous allez venir me dire, non, les vraies personnes parlent avec les Rolex à leur bras. Toi, tu es là, tu parles. C'est ça, c'est votre problème. C'est pour vous ce qui est important. Je vous ai dit, si quelqu'un se vante avec ce qui est important pour lui, au lieu d'aller lui dire que les vraies personnes se vantent avec ce qui est important pour vous, vantez-vous avec ce qui est important pour vous. Ne venez pas me pousser à rêver de la Rolex. La Rolex ne m'impressionne pas. Ça ne veut rien dire. Ce qui te semble intéressant ne l'est pas pour tous tes amis. Ça, c'est une idiotie. Tu n'en sais rien. D'accord? Tu ne peux pas parler à la place de tes amis. Le bon sens, c'est la chose à mieux partager. Donc, tu ne vas pas dire que ce qui est censé pour toi n'est pas censé pour tes amis. Ça, c'est de la stupidité dans sa forme la plus basique. Tu es une givrée de la cervelle. Voilà. Tu es une givrée de la cervelle. Là, on parle de bon sens, on parle de logique, on parle de comportement. Tu dis que ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour tes amis. C'est quoi ce raisonnement de débile? Tu es normal dans ta tête? Tu es normal? C'est quoi ce genre de réponse? Tu as quoi là dans le cerveau, le tarot? Tu as quoi dans le cerveau, le tarot? Partage et tu laisses à tes amis le choix. Tu vas répondre à leur place. Dégage de ma page, je ne reviens plus jamais d'ailleurs. Ne reviens plus jamais. Les idiotes pareils, on n'en veut pas. Les idiotes pareils, on n'en veut pas. Donc ne reviens plus jamais. Tu dégages. Voilà. Donc toi, tu expliques que si c'était le cul, si c'était le striptease, si j'étais là en train de dandiner à poil, tu aurais partagé pour appeler tes amis de venir voir. Ça aurait été plus intéressant pour eux. Tu considères en fait que c'est plus intéressant de partager la vidéo de Serge Anango qui dandine à poil avec sa quéquette qui bouge comme ça, plutôt que de Serge Anango qui vous explique du bon sens. Donc tu conseilles que ça ne serait pas intéressant pour tes amis. Déjà, tu reconnais que tes amis sont tous des idiots, des cervelés. Ce n'est pas un compliment que tu viens de faire à tes amis. Tu viens de les faire passer tous pour des givrés du cerveau et des gens qui ne sont avides que des affaires de cul et de poubelle. Ben, écoute, je suis désolé, mon coco. Il faut savoir choisir sa compagnie. Il faut savoir choisir sa compagnie. Je vous ai expliqué la dernière fois ici qu'il y a une nana qui était tellement déprimée parce qu'elle s'est rendue compte que
à l'échelle des valeurs humaines, sa copine préférait une nana dévergondée à elle. Pourtant, cette copine était marraine de son fils. Voilà. Sachez choisir vos amis. Moi, je n'ai aucun de mes amis. Moi, je n'ai aucun de mes amis qui peut arriver sur ma publication et expliquer que il ne partage pas parce que tous ses amis ne sont pas au courant, mais il préfère aller partager des conneries et des histoires de cul. Je n'en ai aucun. Voilà. Je n'en ai aucun. Je dis bien amis. Je n'en ai pas. Je n'en ai aucun. Sachez choisir vos amis. C'est très important dans la vie. Parce que ça fait que le jour où vous en avez besoin, vous vous retrouvez seul. Quand vous ne savez pas choisir vos amis, vous vous retrouvez seul. Gros gens comme devant. Sachez choisir vos amis. C'est tout. Si vous ne savez pas choisir vos amis, bah vous allez toujours vous faire avoir. C'est comme ça. Il faut savoir choisir ses amis. Si tu as des amis qui te tirent vers le bas, il faut choisir des amis qui te tirent vers le haut. C'est parce que je suis ce que je suis parce que j'ai eu des amis qui me tiraient vers le haut. Je vais vous dire en fait, je vous ai souvent dit que jusqu'à la deuxième partie de ma vie, j'étais un élève cancre. Voilà. J'étais un élève cancre. Comme je vous ai expliqué, nous étions à la carrière. Quand on nous a affectés à Fumbo, nous sommes arrivés à Fumbo, on vient dans un quartier où la plupart des enfants faisaient plus facilement les travaux champêtres que les études. Et nous, on s'est baigné là-dedans avec les Platini. On était des cancres. On n'était pas spécialement des bons à l'école. Hein. On était des cancres, en fait. Mais n'empêche que... donc, j'ai redoublé la 5e naturellement. Je suis arrivé en 4e. J'ai passé pour aller en 3e avec 9. 9 forts. Hein. J'ai passé pour aller... J'ai redoublé la 5e. J'ai réussi pour aller en 4e en tant que redoublant avec 9,99. Pour vous dire à quel point j'étais un cancre. Quand j'arrive en 4e, j'ai passé pour aller en 3e avec 9,50 et en trichant en géographie. C'est-à-dire que quand j'allais faire les examens de fin d'année, tous les cours de géographie, je les avais écrits sur mon pantalon bleu. C'est il n'y a que moi qui savais lire. J'étais un très bon tricheur. Hein. Donc, quand on a changé de quartier à Fumbo et qu'on est parti habiter vers le lycée, je suis tombé sur des camarades de classe qui étaient des gens très studieux. Elvis Brzezinski, Nicéphore, Gustave. C'était des gars qui étaient tous plus avancés que moi en termes de classe, mais comme j'étais grand de taille et que j'étais aussi un bavard, un chatter, ils m'aimaient bien dans leur compagnie. Ils aimaient bien traîner avec moi parce que j'étais un bavard, j'étais un chatter. Et ils ne s'ennuyaient pas avec moi. Donc, ils m'entraînaient bien. Donc, c'était des gars qui faisaient seconde, première. Voilà. Ils étaient tous en seconde, première. Et celui qui m'a... C'est comme ça que j'ai commencé à prendre l'école au sérieux. J'ai commencé à prendre l'école au sérieux en compagnie de ces gens-là. De toute façon, quand vous habitiez derrière le lycée de Fumbo, à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre activité que l'école. Donc, c'était des gars très studieux. Je vous dis, j'ai pris goût à l'école grâce à un ami qui s'appelle Elvis Brzezinski. C'est mon ami d'enfance. C'est quelqu'un à qui je dois tout. Je le dis souvent. Parfois, votre vie change comme ça. C'est un détail. C'est un détail comme ça. Là, vous croisez les bonnes personnes. Et ces gens-là, oui, ils m'ont donné l'envie de faire l'école. Alors que quand j'étais dans un autre quartier, nous, on allait plus cueillir les papas, ils jouaient au foot. C'était ça l'école pour moi. Mais je savais que j'arrivais en 3e. Je faisais comme tous les membres de ma famille qui se respectaient à l'époque. Je restais même en 3e, je sais même pas moi, 3 ans, 4 après, j'allais finir garagiste. Je savais que le BEPC, j'allais faire ça 5 ans. Comme dans tous mes cousins qui avaient dans ma famille, ils ont fait le BEPC. Quand quelqu'un passait au BEPC dans mon village, on disait, waouh, c'est un phénomène, on appelait, mais tout le village était au courant du BEPC du gars. On appelait ça en Tchanglomboulowé, je crois, non? Je crois qu'on appelait le BEPC en Tchanglomboulowé. Quand quelqu'un passait le BEPC dans mon village, mais tout le monde était au courant. J'ai un seul cousin qui a, c'est même pas un cousin, c'est l'oncle, le petit frère de ma mère, André Demas. C'est le seul qui a passé le BEPC, comme ça, là. J'ai vu, puis après, il y a eu Toussaint. Il y a un autre connard, là, qui est à Avignon. L'autre, qui s'appelle Toussaint. Ce sont des rares à avoir passé le BEPC du premier coup dans ma famille. Mais sinon, tous les autres, là, c'était 4-5 ans. Donc, le tarif, c'était 2-3 ans. Alors, le probatoire, n'en parlons plus. Oula, Donc, pour moi, ma trajectoire était très simple. J'arrivais en 3e. Je mettais 2-3 ans. Je perdais un peu le temps. Histoire de ne pas très vite entrer dans la vie active, quoi. Je perdais un peu le temps. Et après, je partais faire garagiste. Voilà. C'était ça, en fait, mon projet. Parce que dans mon tête, l'école, pour moi, c'était pas pour moi. Jusqu'à ce que je tombe sur ces gars-là qui me montrent, qui me simplifient l'école. Jusqu'à ce que je tombe sur ces gars-là et un professeur. C'est une combinaison de deux choses. Hein. Des gens qui m'entraînent à m'intéresser à l'école et un professeur qui me montre que les mathématiques, contrairement à ce que je pensais, ne sont pas si compliquées. Je vous dis, jusqu'à ce que j'arrive en 3e, j'étais le dernier en maths. Ceux qui ont fait 4e avec moi,
j'étais parmi les derniers. C'est-à-dire que monsieur Gaffi, Frédéric, qui était mon prof de maths, quand il arrivait en classe, il commençait toujours par les derniers. J'étais les premiers à qui on lisait, j'étais les premiers à qui on remettait la copie. J'étais en 0,5, 0,25. J'avais rarement 2 en maths quand je faisais 4e. C'est pour ça que j'ai passé à un 9 fort. Les maths en 4e, c'est COF 4. C'est COF 4. Hein. C'est COF 3 ou COF... Oui, COF 4, pardon. C'est COF 4. Donc, j'ai passé à un 9 fort. En trichant en géographie, parce que j'étais nul en maths. C'est quand j'arrive que le man là nous donne un coup de maths, il fait la propriété de Thalès. J'ai 10 en maths. J'ai dit, ah, je peux avoir 10 en maths. Et je vais vous dire une chose. Jusqu'en fin d'année de 3e, je raflais le prix des mathématiques. Je suis parti de 4e avec comme note importante. Non, non, en 4e, j'ai eu 10. J'ai eu 10 parce qu'un jour, le professeur s'était rendu compte que tout le monde avait la sous-note. Il a voulu donner les points gratuitement. Il est venu à ce qu'on appelait les plans et repérages. On trace un plan comme ça, là. On te donne les coordonnées de points. Tu mets dans le plan. Et ensuite, on te donne un plan avec les points. On te met dans les coordonnées. Tous mes amis avec qui on était nuls en maths, les gars ont tous eu les 14, les 16, les 17. Gars, j'ai eu 10. Pour dire à quel point j'étais tellement nul. Je vous dis même un exercice tellement facile comme ça que mes potes, les Jérôme, les Tchouta et tous ces gars-là, ils avaient tous brossé 14, 16, 18 pour récupérer les points, quoi. J'ai eu 10. Je suis passé, bon, je suis quand même passé de 1 à 10 pour dire à quel point j'étais nul, quoi. J'étais vraiment nul en maths, je vous jure. Et donc, quand j'arrive en 3e, donc je tombe sur ce professeur-là qui fait les propriétés de Thalès. Je reste comme ça. Comme je vous dis, j'ai rencontré ces gars-là. Les gars qui m'ont initié un peu à l'école, je les ai croisés fin d'année de 4e, vraiment vers la fin d'année. Nous, on a déménagé de la mission catholique à Fumbaud pour aller derrière le lycée. Nous avons déménagé vers la fin d'année de la 4e, fin de l'année de 4e. C'est là qu'on a déménagé en fait. Donc c'est là que j'ai commencé à faire connaissance à eux. Donc j'ai commencé un peu à essayer d'être attentif à l'école. Et donc le professeur fait le cours des propriétés de Thalès, il donne l'exercice, il donne le premier contrôle continu. Je fais, on vient, on lit la note, on me donne 10. Ah! Et moi, non, je peux avoir 10 en maths. C'est là que j'ai commencé à dire, attends. Je vais commencer à me concentrer sur l'affaire ici. Moi, j'étais devenu un bocheur. Putain, les histoires que... Je ne partais même plus au champ. J'ai dit à la matin que... Je suis go voir la matin, j'ai dit à la matin que tu veux que je fasse ce BPC longtemps? Elle me dit non. J'ai dit que bon, il faut que tous les samedis, je go boche. Donc, ma matin ne m'a pas dérangé. Hein. Voilà les Platini et Maître Corbeau là. Ils peuvent vous dire, je n'allais plus au champ. J'ai dit à matin que je ne veux plus go au champ. Quand ils allaient au champ, je partais boche, j'allais m'asseoir au lycée. Je voulais comprendre ce qu'il y avait dans les mathématiques là. Et c'est comme ça que prochain devoir, j'avais 18. Jusqu'en fin d'année, j'avais la première note et j'ai eu le prix de mathématiques. Alors que je suis parti de 4e avec comme note maximale 2. Quoi. Même là où on nous a donné les points gratuitement, je n'ai même pas su récupérer les points. Donc vous comprenez en fait que le choix des amis est très déterminant dans la vie qu'on a. C'est hyper important. Quand vous avez des amis idiots, ils ne vous serviront jamais à rien. Ils vont vous entraîner dans la bêtise. Ils vont vous entraîner dans la bêtise et c'est tout ce qu'ils vont gagner. Donc si une personne considère ce matin que ce que je dis peut l'intéresser lui, mais pas intéresser ses amis, c'est qu'il reconnaît en fait qu'il est très mal entouré. Parce que je ne suis pas ce matin en train de dire, c'est du bon sens. Hein. C'est du bon sens. Le bon sens, c'est la chose à mieux partager, disait René Descartes. C'est du bon sens que je suis en train de dire ce matin. Quelqu'un ne viendra pas me dire que j'ai dit des conneries ce matin. Donc, je ne suis pas dans un exercice. Je ne suis pas dans un exercice intellectuel compliqué. Je suis juste en train de vous dire des choses qui sont basiques, qui relèvent du bon sens, qui ne devraient même pas... Il n'y a même pas matière à débat sur ces choses-là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir choisir sa compagnie. Et je me souviens d'ailleurs de quelqu'un qui, une fois, j'ai rencontré un camarade de classe qui s'était séparé, qui était parti du lycée de Fumbaud, que je faisais 4e. Je l'ai croisé un jour à Yaoundé, je crois à Mokolo. Et je lui ai dit que j'étais en fac. Il me dit, ah, tu es en fac, tu fais quoi? Géographie? Je ne sais pas, moi. Je lui ai dit, non, je fais maths. Il me dit, tu es à quel niveau? J'ai dit, 2e année. Et on sait dire qu'en fac, quand tu passes en fac, c'est que tu... Parce que les gars arrivent en fac, ils font parfois 5 ans en première année. Je n'ai pas redoublé la première année. Donc quand j'ai dit au gars, je faisais mathématiques 2e année, il a compris que j'étais un matheux. Le gars me dit, mais tu as fait comment, Serge? Comment tu peux faire maths en Guayaquil? Tu me racontes des conneries. Il me dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, Serge. J'ai dit, si, je suis en Guayaquil, je suis inscrit en mathématiques, 2e année. Il me dit, donc tu as passé la première année? J'ai dit, oui. Il me dit, mais tu as fait comment? En 4e, tu étais d'un nul. J'ai dit, oui, ça c'était en 4e. Sauf qu'entre la 4e et maintenant, on était en 2003. Et donc, entre la 4e où on s'est séparés en 97, et maintenant en 2003, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on a le temps d'apprendre toute une vie. On a le temps de faire plein de choses. Donc, le mec ne croyait pas. Et même mieux que ça, quand j'étais à Fumbaud,
Il y a un gars qui était parti en 4e et qui est revenu au lycée en seconde. Le gars est revenu en seconde, il voit je massacre les maths en seconde, je massacre la physique et tout, mais il m'a appelé après, il m'a dit, Serge, viens. Tu as mis la main quelque part, dis-moi où tu as mis, on part là-bas. Je dis, mais comment ça j'ai mis la main quelque part? Il me dit, non mais Serge, la physique là c'est très compliqué, les maths c'est très compliqué. En 4e j'étais plus bon que toi en maths, mais là je ne comprends plus rien, je suis perdu. Mais comment tu fais pour comprendre ça? J'ai dit, bah je sais pas moi, je travaille. Il me dit, non, tu as mis ta main quelque part. Viens, il faut qu'on aille, tu me montres l'endroit là. J'ai dit, non, j'ai mis la main, je n'ai mis la main nulle part. Et vous comprenez en fait pourquoi les Africains, ils ont un problème avec la réussite individuelle. C'est-à-dire que quand vous avez réussi de façon individuelle et que vous vous en vantez, ils veulent toujours chercher un moyen de vous attaquer. Ils veulent toujours vous attaquer parce que, comme ils ont été incapables et ils pensent que leur réussite ne pouvait dépendre que de Dieu, ils veulent à tout prix noyer votre succès dans leur médiocrité. C'est ça, vous les Camerounais. Parce que moi, je suis l'une des personnes que vous ne pouvez pas attaquer sur Facebook. Je ne dois rien à personne. J'ai réussi un concours pour venir en France. Le concours était organisé par les Blancs. Donc là-bas, on ne peut pas dire que j'ai pris la place de quelqu'un. C'est le premier qui passe. Tu es premier, tu as ta moyenne, tu passes. J'ai réussi ce concours-là. Je suis arrivé en baigne grâce à un concours. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas volé la place de quelqu'un dans un concours au Cameroun. Je ne fais pas un travail de trafiquant de drogue. Je n'ai pas volé. Ce que je viens vous montrer tous les matins, quand je m'en vais au travail, c'est de dire que si vous croyez en vous, vous pouvez réussir. Si vous êtes attentif aux bons détails de la vie, vous pouvez réussir. Mais si vous êtes attentif à des mauvais détails de la vie, oui, la vie va vous jouer des sales tours. C'est ce que j'essaie de vous dire tous les matins quand je suis en direct avec vous. Mais vous préférez aller écouter des vendeuses de robes qui me calomnient, des vendeuses de gold qui me calomnient, des ratés qui me calomnient parce que eux vous ressemblent. Voilà. Eux vous ressemblent. Bah, j'y peux rien, les gars. J'y peux rien. Je vais vous dire, hein, je prends ma famille. Je vais même prendre ma famille pour aller plus loin. Pour vous dire que quand on y croit, on y avance. Maître Corbeau que vous voyez là, c'est mon petit frère. C'est l'un de mes petits frères qui était les plus cancres. Maître Corbeau était cancre que lui, il venait même parfois me dire, mais Serge, si j'envoie un mail à Yahoo avec Gmail, ça va passer? Non, mais pour vous dire à quel point il était cancre. Hein. Le gars, le voilà aussi ingénieur. Il est devenu fumant. Le voilà ingénieur. Platini, est-ce que vous savez que Platini a passé pour entrer en 6e avec 8? Le concours d'entrée en 6e, école publique du centre à Fumbaut. Platini a passé pour aller en 6e, le concours d'entrée en 6e avec 8. Il a été repêché. J'ai dit Platini aujourd'hui est ingénieur là. Ingénieur diplômé de Télécom Paris Tech. 3e école d'ingénieur de France. Il a passé avec 8 pour arriver en 6e. Il a redoublé la 6e. C'est la seule classe d'ailleurs qu'il a redoublé. Après, il n'a plus jamais redoublé. Il a redoublé la 6e. Il a passé comme ça jusqu'en terminale, naïo, comme on dit au Cameroun. Tout le temps avec 10, hein. 10. Il a eu le bac avec 10. Mais il a une note en tant qu'ingénieur qui passe la mienne. Il a eu son diplôme d'ingénieur avec au moins 17, un truc comme ça là. Moi, j'ai été ingénieur. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur avec 14. Ou 13, je crois 13, pardon, autant pour moi. J'ai pas une mention bien. Gars, moi, je devais jobber pour travailler. Je devais jobber pour faire mes études. Donc, pour dire que quand vous êtes bête, on vous dit que vous êtes bête, vous croyez qu'on vous insulte. Voilà, demande à Maître Corbeau comment on se moquait de lui tout le temps. Maître Corbeau était au niveau où il faisait même un commentaire sur Facebook. Je lui disais, corrige-moi tes fautes là-bas toi-même, corrige-moi ça. Mais je l'ai fumé tout le temps. Aujourd'hui, il est devenu fumant et il utilise son cerveau. Le voilà ingénieur. Si Maître Corbeau a pu être ingénieur, frère, c'est que tous ceux qui veulent travailler sans sortir peuvent être ingénieurs. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il n'y a personne en fait, il n'y a personne dans mon entourage qui peut rater sa life. Il n'y a personne. Donc, parce que moi, vous allez à l'église, on vous fait croire en Dieu. Dans mon église, je vous enseigne vos capacités. Je vous apprends à croire en vous. C'est de ça qu'il est question. Et je disais ce matin que si vos ministres vous volent, c'est parce que vous n'attendez pas d'eux des résultats de leurs activités. Moi, si je viens devant vous pour vous dire que si je suis ministre, je peux faire ça. J'ai beaucoup d'actifs qui plaident pour moi. C'est-à-dire que je ne viens pas à ma bouche pour dire, croyez-moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie qui vous permettent de me faire confiance. Je ne suis pas porté par le matériel. Donc, je ne suis pas celui que dès qu'on va me donner un poste de ministre, je vais voler l'argent. J'en ai pas besoin. J'ai acheté ma première voiture
neuve en 2009, elle roule toujours aujourd'hui, je la garde. J'ai acheté la deuxième en 2013, neuve, elle roule toujours aujourd'hui, je la garde. Je vous dis, j'ai mon fils qui me casse les couilles, il veut une voiture électrique. Et sa matin a dit, bon, quitte à avoir une voiture électrique, on va prendre l'hybride parce que je ne veux pas les histoires que si je veux faire 500 km, je ne peux pas faire 500 km. Donc mon fils, il me casse les pieds, je lui ai dit l'année prochaine, parce que comme je rechange tout le salon chez moi là, ça m'a quand même coûté 12 000. J'ai dit, attends. On va d'abord digérer ça là, hein. Donc tu ne me parles pas de voiture avant mai 2020. Mais mon fils, il veut que j'achète une voiture électrique. Je ne sais pas d'où il a vu ça. Il me casse les pieds avec tous les jours. Il me dit, je veux une voiture électrique à la maison. Donc, il faut qu'on change une voiture pour prendre une voiture électrique. Mais gars, mes deux voitures roulent. Donc, je ne sais pas ce que mon fils il veut. Bref, donc mon fils est peut-être devenu écolo, j'en sais rien. Donc, j'ai dit à mon fils qu'on en reparle en mai 2020. On en reparle en mai 2020. Pour l'instant, vous avez voulu qu'on change tout ce qui est au salon. On va faire pas à pas. Parce que je ne suis pas non plus très riche. Hein? Je ne suis pas non plus très riche. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que quand vous voyez un ministre avec une BMW X6 ou une Volkswagen, tout ce que tu veux, c'est ton argent à toi. Donc quand tu le respectes par rapport à ça, tu es en train de respecter un voleur qui vient de piquer ton pognon. C'est de ça qu'il est question. Tu es en train de dire à un voleur que « Hé, grand, tu es vraiment un grand hein? », alors que c'est avec ton argent qu'il est en train de se vanter. C'est ça. Parce que vous êtes porté sur le matériel. Pour vous attaquer, il faut le matériel. Je vous dis encore ici que quand je gagne 5 colos par mois, c'est pour moi et ma famille. Je ne me sens pas plus grand dans ma vie parce que je gagne 5 colos. Parce que moi, je suis le premier à vous dire que on ne m'impressionne pas avec l'argent. Si j'ai croisé beaucoup de joueurs de foot dans ma vie, vous ne me verrez pas leur faire allégeance. J'ai croisé Makoun à l'aéroport de Bruxelles. Je lui ai dit, viens ici. Il est venu, Makoun. Je suis pas allé vers lui pour dire, hé, grand. Mais Platini était avec moi. Quand je travaillais chez Bombardier, j'habitais à côté d'un joueur de foot. Quand je suis repassé là-bas quelques années après, voir la personne chez qui j'habitais, le joueur de foot était devant chez lui. Je lui ai dit, viens. Il jouait au Valenciennes. Le gars est venu. Donc si moi je croise, vous croyez que si je croise Mbappé dans ma vie, je vais faire des courbettes devant Mbappé? Vous êtes malade dans votre tête? Vous êtes malade dans votre cerveau? Je n'ai pas à le mépriser, mais je n'ai pas à le sentir surhomme. Il a un talent qui est le sien, celui de footballeur. Mais ça ne fait pas qu'il est surhomme par rapport à moi. Il va briller. Je respecterai Mbappé davantage par rapport à ses activités qu'il fait en tant qu'être humain. Il a un talent de foot qu'on peut le nier. C'est comme moi, si je suis ingénieur et que je ne fais rien avec d'utile dans la société, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc vous comprenez très bien que c'est vous qui tirez le Cameroun vers le bas parce que vous n'accordez de l'importance qu'à des choses qui sont superflues. Vous n'accordez l'importance qu'à des choses qui sont superflues, des choses qui n'ont aucune valeur. Mais oui, Makouna fait preuve d'humilité, bien sûr. Je n'ai pas dit que Makouna est un salopard. J'ai une façon de vous dire que c'est pas parce que je vous balance mon salaire tous les mois que ça veut dire que l'argent compte pour moi. C'est parce que c'est ma réussite personnelle. C'est ma réussite personnelle, donc j'en suis fier. Mais ça ne veut pas dire que je me définis que par rapport à ça. Voilà. Je ne vais pas me courber devant une personne parce que ce dernier gagne 25 000. Je m'en fous. C'est ma réussite personnelle, ça ne regarde que moi, ça ne concerne que moi. C'est ça que j'essaie de vous dire ce matin. Et quand on voit les gens qui viennent expliquer que oh, quand tu gagnes beaucoup d'argent comme ça, hein, tu dois acheter au moins l'iPhone 11 comme les vrais gens. Non, frère. Non. Je ne dépense pas dans les conneries. Moi, je ne dépense pas dans les conneries. Je frime avec ma maison, je frime avec ma voiture, je frime avec les vacances que j'offre à mes enfants, je frime avec mes enfants qui sont beaux. Voilà ce qui compte pour moi. Voilà ce qui compte pour moi. C'est tout. Moi, j'avais dit ça à Makoun parce que quand j'avais croisé Makoun, les Lions des Indomptables venaient de perdre un match à la con. Ils venaient de perdre un match vraiment où je n'étais pas très content. Donc je lui ai dit, viens ici. Il est venu. J'ai dit, mais c'est quoi votre match à la con là que vous avez fait? Il m'a dit, ouais, grand, tu sais. J'ai voyagé à Boumson. Vous savez que Boumson, si Boumson aujourd'hui, j'ai dit Jean-Alain Boumson. Jean-Alain Boumson, s'il connaît comment fonctionne un avion, comment fonctionne une centrale nucléaire, c'est moi qui le lui ai expliqué. J'ai voyagé à Jean-Alain Boumson, de Lyon à Paris. Je revenais d'un déplacement. Comme je voyage en première classe, c'est toujours, hein, c'était en 2008. C'était en 2008. Je revenais d'un déplacement à Lyon. J'ai voyagé avec Boumson de Lyon à Paris. Je suis entré dans le TGV, je l'ai vu assis, je suis parti. J'ai dit, bah, tu sais que tu es mon compatriote? Il me dit, ah bon? J'ai dit oui. Bah, il me dit, bah, sois-toi. On a voyagé ensemble, il m'a donné son numéro de téléphone. Quand on s'est séparés, gare de Lyon, il m'a donné son numéro de téléphone.
Il m'a dit, tu fais dans quoi? Je suis ingénieur dans l'énergétique, machin, mécanique. Il m'a dit, c'est pour faire quoi? J'ai dit, c'est dans le... Il m'a dit, ah, ben ça tombe bien, justement. J'ai toujours voulu savoir comment fonctionnait un avion. C'est moi qui explique à Boumson, Jean-Alain Boumson, le joueur de l'équipe de France, comment fonctionne un avion. Comment fonctionne une centrale nucléaire. C'est moi qui le lui explique. Il était là comme ça, il écoutait avec attention. Quand on est sorti gare de Lyon, il m'a donné son numéro de téléphone. Et il m'a dit, tu vas où? Pour que je prenne le taxi. J'ai dit, non, moi j'allais quelque part, j'allais à Montrouge. J'ai pris le métro. Donc c'est pour vous dire en fait que... Et quand j'ai raconté ça à des amis, les gars m'ont dit, oh, tu n'as pas demandé l'argent, pourquoi? J'ai dit, gars, je viens de passer 2 heures à expliquer à un mec un certain nombre de choses. Le gars, il a un respect pour moi. Il me dit, non, ce gars est valable. Donc je vais sortir, arriver, gardien, je vais dire, ouais, grand, donne-moi l'argent. Vous me voyez faire ce genre de choses? Je vous dis, c'était en 2008, hein, je ne gagnais même pas encore comme maintenant. Mais l'homme, c'est sa dignité. Boumson m'a donné son numéro de téléphone. Mais si j'avais croisé Boumson dans le train, j'étais parti dire, grand, lance-moi, non, lance-moi. Vous croyez qu'il pourrait me donner son numéro de téléphone? Vous croyez que Boumson pourrait me donner son numéro de téléphone? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux, les gars. Donc, vous êtes tellement givrés que pour vous, il n'y a que l'argent qui compte. Et c'est pour ça que quand vous narguez l'argent, c'est que ça vous fait mal. Pour narguer le noir et lui faire mal, ce n'est pas compliqué. Il est bête. Il suffit de le narguer avec ta réussite personnelle et que lui derrière, c'est un raté. Du coup, comme il ne sait pas quoi faire, il va faire quoi. C'est vous qui faites que vos ministres volent votre argent. Parce que vous ne regardez. Un ministre qui roule à une BMW, vous deviez demander, tu as fait comment pour payer ça? Si un ministre ne sait pas te dire comment il a financé sa BMW, c'est un voleur. Vous savez tous, oui, qu'en France, quand tu as un bon travail, tu as un CDI, tu peux faire un prêt bancaire et t'acheter une voiture à 30 000 € tout de suite. Tu peux. Donc, quand je roule dans ma voiture, vous savez comment je l'ai financé, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Quand je vous montre ma maison, vous savez comment je l'ai financé, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Quand Platini met sa maison sur Facebook, vous savez comment il a financé, il n'a pas besoin de vous faire un dessin. Mais vous, vos ministres au Cameroun qui roulent avec des BMW, qui sur place valent 100 millions, demandez-leur comment ils ont financé. Vous allez là-bas vous dire, un grand, tu es un grand, machin. Je ne fais jamais ça dans ma vie. Je dis jamais. Il n'y a pas un ministre camerounais que je peux croiser. Ces gars-là, ces sardinats, je les croise souvent ici à Paris. C'est eux qui me respectent, c'est pas l'inverse. Je vous dis, les beaux sardinats là, hein, c'est eux qui me respectent, c'est pas l'inverse. Hein. C'est pas l'inverse. Dans ma famille, il y a un ministre. Vous croyez que si je le croise là, je vais lui faire les courbettes? Lui-même, il ne commence. Je l'ai affumé sur Facebook plusieurs fois. J'ai affumé son pâté qui est le chef du village. Vous croyez que je vais le croiser, je vais faire les courbettes devant lui? Le gros cul de sa maman sur ça? Il faut arrêter les conneries. Il a fait quoi pour le Cameroun en tant que ministre, ce mec? Zéro. Donc pour moi, il vaut que dalle. C'est un minable. Ce le Kenen Donfak, c'est une chiure. Voilà. Non, il ne vaut rien. Je ne vais pas le respecter parce qu'il gagne. Mon pâté le respectait beaucoup. Tant mieux. Mon papa a ses critères. Mon papa a ses critères. Mais moi, ce que j'attendais de lui en tant que ministre de la ville, c'est que quand il parte du ministère de la ville, qu'on voie les résultats de son travail dans la ville. Est-ce que Yaoundé est devenu plus propre parce que les Kenen Donfak est passé au ministère de la ville? Non. Donc, ça a été un ministre minable, nul et piètre. Voilà. Donc, si je le croise, c'est comme ça que je fonctionne avec lui. Je ne vais pas le croiser, faire les courbettes devant lui. Il ne manquerait plus que ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, attendez de vos ministres. Attendez de vos ministres qu'ils brillent par leurs actes. Qu'ils vous impressionnent par les réalisations qu'ils ont accomplies en tant que ministre. C'est tout. C'est tout. N'attendez pas d'autre chose que ça. Un ministre peut rouler en moto, peut rouler en taxi. Respectez-le tant qu'il fait son travail. Et de ce point de vue, quand Maurice Kam te dit que j'ai été ministre, je n'ai pas acheté une voiture. Je suis arrivé ministre à mon vieux 4x4, je suis reparti à mon vieux 4x4. Respectez-le. Respectez-le ne serait-ce pour ça. Respectez-le ne serait-ce pour ça. Apprenez à respecter les gens qui sont intègres, honnêtes dans votre vie. Comme ça, vous allez encourager les gens. Quand vous faites comme vous faites avec Maurice Kamto, c'est normal que vous ayez des gens de Dieu Momo derrière. C'est normal que vous ayez des ministres qui vous volent l'argent. Parce que vous ne respectez les gens que quand ils sont des voleurs. Quand ils vous parlent, il a la bouche pleine comme ça. Quand vous avez faim, vous les respectez. Il a la bouche pleine comme ça. Là. Il mange 6 morceaux de viande alors qu'il n'en a pas besoin. Et vous, celui qui me dit maintenant, tu parles bien, je te bloque tout de suite. Idiote. Dès que je dis respecter Maurice Kamto, ça veut dire que je parle bien. Tout ce que j'avais dit avant ne valait rien. Donc tu dégages de ma page. Donc, je dis respecter les gens qui sont honnêtes. Respectez-les. Respectez les gens que
qui ne sont pas dans le vol, qui ne sont pas là pour encourager le vol. C'est tout. Ici, je vous démontre que vous croyez en votre intelligence, vous voulez être intelligent, vous pouvez devenir intelligent. Ce n'est pas une fatalité. C'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Et ce direct sera disponible dans quelques instants sur YouTube, comme d'habitude. Et allez vous abonner en masse sur ma page YouTube. Et je vous dis, partagez ce direct. Il faut expliquer aux Camerounais pourquoi on leur vole l'argent et il faut qu'ils arrêtent d'être portés sur le matériel. Respectez quelqu'un par rapport à ce qu'il vous dit. Ne venez pas sur les directs dire que quelqu'un n'a pas porté quelqu'un porte le même pull. Avec mon salaire, je peux acheter 450 pulls. Je prends mon salaire, j'achète 450 pulls. Je peux acheter tout ce que vous voulez. Je peux même m'acheter une Rolex. Si je me fais violence 2 mois, j'achète une Rolex, je peux acheter à crédit sur 3 mois. Je viens vous dire que j'ai acheté cash. Tu vas prouver ça comment? Je montre comment. C'est là que tu vas mieux écouter ce que je dis. Non, alors, ça ne sert à rien. Donc moi, j'achète le moins cher tant que c'est présentable sur moi. Tant que je me filme comme ça, je me sens élégant. Ça me suffit. J'ai pas besoin qu'il y ait la marque dessus. Oh, faut arrêter les conneries, les mecs. Je suis un père de famille. Je suis père de famille. Je suis à la tête. Je suis le grand frère de plusieurs petits frères, dont certains qui se cherchent encore. Donc je vais acheter, je sais pas moi, une Rolex. Et ma cousine, et ma petite soeur qui est à Douala, qui me dit, Serge, il me faut une chambre. Je vais lui donner une chambre à ma képé, que va payer la chambre à 5 000 francs. Non. Non, ma soeur, elle vit à Bonamou, ça dit, dans une belle chambre. C'est ça. On se sacrifie. C'est même pas qu'on sacrifie, c'est des choses pour moi qui n'ont aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Je n'ai pas l'impression, je ne serais pas quelqu'un d'autre. Je ne serais pas quelqu'un d'autre si j'avais une Rolex dans les bras. Non. Non. Donc apprenez à être des pères responsables. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous demande de le repartager le direct, évidemment. De vous abonner à cette page si vous n'êtes pas encore abonné. Et d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Serge Anango. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, les gars. Allez, à plus tard. Ciao.